On va d'abord se présenter de gauche à droite en commençant par Eric. Et puis chacun, vous allez me dire qui vous êtes et pourquoi comment vous êtes arrivé sur ce sujet de recherche. Bien, bonjour, Éric Monin, je suis professeur d'histoire de l'architecture à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille. Alors pourquoi je me suis intéressé au bac Luna? Eh bien finalement, à la fin des années 90, j'habitais à 200 mètres de la Tour Bretagne à Nantes. Et tous les matins, quand j'allais à l'école d'architecture, je passais devant le soubassement en bac Luna. Alors ça m'a complètement obsédé ce truc-là, et maintenant ça fait 25 ans que je m'intéresse à cet objet. J'ai essayé à 2 reprises de faire travailler des étudiantes là-dessus. La dernière qui a travaillé sur ce sujet, c'était Faustine Simon, qui a trouvé un certain nombre de pièces d'archives extrêmement intéressantes. Et puis j'ai décidé depuis quelques mois de replonger. J'ai replongé dans le problème des bacs Luna et j'ai fait une recherche assez systématique à partir d'une 40aine de bâtiments qui constituent mon corpus d'études. Je suis Alice Beglig, je viens d'être diplômée de l'École nationale supérieure d'architecture de Lille et j'ai réalisé un mémoire sur le store vénitien à lame horizontale en aluminium. Donc c'est un sujet qui m'a intéressée lors d'un séminaire de recherche que j'ai réalisé à l'école et donc en recherchant dans de vieilles publicités des années 50 et 60, en redécouvrant ce produit qui avait l'air d'être un produit phare de l'époque. J'ai eu envie d'approfondir le sujet, de le comprendre, comprendre pourquoi il était si populaire à l'époque. Je m'appelle Marie Grambert, j'ai été diplômée en même temps qu'Alice. J'ai réalisé un mémoire de recherche qui s'appelle Le store toile, une esthétique du plus grand nombre, qui a été soutenu en 2019. Et comme Alice, dans le séminaire, on est guidé à travers la publicité à aller à la rencontre des produits de la croissance. Et moi, j'ai découvert le store toile. Je voulais comprendre pourquoi, après la Seconde Guerre mondiale, il avait eu soudainement un essor. Et c'est ce dont traite ce travail. Merci à tous les trois. Maintenant, peut-être qu'on va parler un peu de la recherche et des conditions de la recherche, comment vous y êtes pris, en fait, pour faire cette recherche. Et puis peut-être un mot aussi sur les sources singulières. Moi, j'ai trouvé dans vos travaux à tous les trois des sources singulières, notamment des films, des cartes postales ou des objets un peu populaires. Quelle est la place de ces sources dans votre travail? Et puis aussi, peut-être vous pouvez faire tous les trois une allusion aux artistes ou à d'autres utilisations de ces produits que les utilisations strictement architecturales. Personnellement, ça a été une enquête d'images. J'ai énormément travaillé sur les images et pour ça, les cartes postales, c'était un outil essentiel. J'accumulais les cartes postales et j'étais vraiment à la recherche de la couleur, du point de couleur sur la carte postale pour essayer après de deviner est-ce que c'est du store toile, est-ce que c'est autre chose. Aussi les lignes d'ombre sur les façades, là où il y a une ombre, ça signifie peut-être qu'il y a un store toile qui est ouvert. Et ensuite, sur les autres sources, on a commencé, Alice, toutes les deux, je pense, avec la publicité dans les revues d'époque. Et puis, on a cherché petit à petit à agrandir le corpus, excusez-moi, agrandir le corpus, aller chercher un panorama d'images, un panorama de projets, de sujets différents, pour enrichir le sujet toujours plus. Marie, dans votre travail, il y a la figure de Félix Delmarle qui revient régulièrement. Est-ce qu'on peut dire un mot de ce protagoniste de votre recherche? Félix Delmarle, c'est un artiste. Je l'ai convoqué parce qu'il a réalisé un travail avec Bernard Zerfus sur l'usine et les logements Renault à Flins. Et Félix Delmarle a travaillé avec l'architecte pour la colorimétrie des façades. Donc il y avait un travail sur les lignes, les dynamiques des couleurs, ce qu'elles signifiaient par rapport au dessin des façades. Et parmi ces éléments, évidemment, il y avait de la peinture sur les façades, mais il y avait le store toile qui entrait dans la composition colorimétrique. Alors moins sur l'usine, mais sur la quasi-totalité des logements. Et donc c'était intéressant de voir la collaboration de l'architecte qui fait appel à l'artiste parce qu'on on touche à la couleur et la couleur, c'est le store toile, c'est une de ses principales qualités. D'accord. Merci Marie. Alice? Donc, comme Marie l'a déjà expliqué, le store, c'est un produit qui est assez universel et en fait,
quand on commence à fouiller un petit peu, on se rend compte qu'on le retrouve vraiment partout. Donc ça a aussi commencé par une recherche de beaucoup de publicité, de suivre de manière chronologique en fonction des années, quand est-ce qu'elle commence à se multiplier ou au contraire à disparaître. Et également dans les articles, en fait le store, comme c'est un produit de seconde œuvre qui est assez discret, souvent il n'est pas, la star de l'article ou du bâtiment. Donc comme tu disais, c'était aussi une recherche sur les images, les photographies, on le repère derrière une fenêtre et donc là on commence à chercher quel bâtiment pourrait nous intéresser. Et ensuite, donc, vu qu'on le retrouve vraiment partout aussi dans l'inconscient collectif, dans les livres, dans le cinéma, ça a aussi été une recherche sur beaucoup de films, notamment les films noirs dans les années 50, où ça devient vraiment un outil avec la lumière pour créer des ombres, des ambiances. Donc ouais, c'était de toucher à tous ces supports différents en fait, qui ont permis de rassembler tout le corpus. D'accord. Sur cette question des sources, c'est compliqué? Oui, la difficulté avec tous ces objets, tous ces composants, c'est de les attraper. On court après. Alors comme l'ont dit Marie et Alice, les travaux commencent souvent par des publicités parues dans les revues d'architecture de l'époque. En ce qui concerne le Bacluna de la société Style, SA et compagnie, c'est un produit qui a une très courte durée de vie, entre milieu des années 60 et milieu des années 70. Donc, comment l'attraper, ce produit? Je l'ai dit, les publicités. On trouve aussi des cartes postales qui ont été publiées, qui montrent que finalement, cet objet qui est un objet de parement, un composant de parement d'architecture, faisait l'objet finalement d'un certain intérêt de la part des éditeurs de cartes postales. C'est surprenant parce que finalement, il est assez méconnu, mais il a participé quand même au modelage des paysages urbains. Voilà. Et puis on se rend compte à partir d'un certain moment, quand il commence finalement à rentrer dans les mœurs, dans une forme d'inconscient, qu'il devient un objet utilisé pour les décors, des décors de cinéma, parce qu'il est associé à l'époque pendant laquelle il s'est développé. Donc on le retrouve dans des films comme Icare, sur la préfecture d'Henri Bernard. Il raconte en quelque sorte une forme d'austérité. On voit ce composant, on se dit oui, c'est quelque chose de répétitif, ça renvoie peut-être à un pouvoir totalitaire, et c'était un peu le sujet du film. Et puis on le retrouve un peu plus tard et récemment dans le film de Bonello sur Saint-Laurent. Il y a quand même une séquence qui dure près de 10 minutes en chant contre chant, c'est quasiment 10% du film, un échange extrêmement long où on voit des baclunas qui sont utilisés derrière les protagonistes pour illustrer l'année 1972. Donc vous voyez, c'est aussi un marqueur temporel qui permet de raconter des histoires qui tournent autour de ces composants et qui ont marqué finalement la création à ce moment-là. J'aimerais que vous nous rappeliez chacune et chacun les arguments qui ont conduit à la fabrication de ces produits. Et il y a des arguments, on voit bien, qui sont très différents entre les producteurs, les concepteurs, les prescripteurs, les utilisateurs, enfin les architectes qui prescrivent et peut-être après derrière les habitants qui viennent changer les volets ou les stores ou peut-être les baclunas. Et donc peut-être nous rappeler les arguments en faveur de ces produits et puis peut-être à un moment donné de nous dire aussi peut-être l'écart ou les déplacements, c'est-à-dire que ce produit est conçu pour quelque chose et puis comme Eric vient de le dire avec le cinéma chez Bonello, peut-être que ça devient et ça produit autre chose. Donc peut-être nous raconter ça et j'avais envie d'introduire ces questionnements par une métaphore qui était employée par Alice dans son rapport qui parlait pour le store vénitien des lunettes de soleil de votre maison, qui est un des arguments, un des premiers arguments, c'est-à-dire qu'effectivement vos 3 produits sont d'abord, en tout cas au départ, conçus pour contrôler l'ensoleillement. Alors effectivement, le store vénitien, mon premier rôle, c'est de contrôler la lumière. Et donc c'est aussi le premier argument de vente qui va être utilisé par les entreprises, c'est de protéger la fenêtre en fait, de la lumière, mais aussi des infractions, des intempéries, et d'apporter aussi une notion d'intimité. Et c'est ce qui va être intéressant dans la manière dont il va se populariser, c'est qu'il va devenir intéressant pour la population et les particuliers, parce qu'il y a cet objet qui protège de son voisin, par exemple, ou du bruit de la lumière.
mais aussi qui va devenir un outil esthétique, puisque quand il commence à être produit en aluminium anodisé, il va être possible de le peindre, de lui donner une couleur. C'est un matériau qui est souple et qui est assez résistant, facile à nettoyer, donc c'est intéressant pour la ménagère des années 50. Et donc c'est comme ça qu'il est vanté par les publicités et qu'il intéresse les consommateurs. Est-ce que vous pensez que toutes les références cinématographiques que vous avez mobilisées dans votre mémoire ont participé à la popularisation et à la publicité de ce produit? Oui, je pense aussi que du coup ça a participé à sa démocratisation, on va dire, le fait de le voir inconsciemment un peu partout. Je pense qu'il y a une espèce d'effet de mode aussi qui donne envie de posséder le produit. Et il devient aussi utile d'autres façons dans la maison. Par exemple, il peut être utilisé comme cloison, donc qui permet de diviser les espaces. Et donc en fait, il a une image positive dans l'inconscient des consommateurs et il est aussi vraiment utile. Donc au final, il rencontre des critères qui sont intéressants pour eux. En fait, le store-toile, c'est un système de protection qui est millénaire. On se protégeait avec une toile de tissu tendu. On peut aller chercher la Rome romantique, Égypte antique. Ça a une histoire très ancienne. Et ce qui va se passer au début du 19e siècle, c'est que on va se rendre compte des bienfaits du soleil pour le traitement de la tuberculose. Et le soleil, ça devient le nouveau remède pour la concentration des enfants à l'école, la santé des ouvriers dans les usines, etc. Et finalement, avec cette histoire du soleil, il y a forcément une histoire de l'ombre. Et donc, le soleil comme un bienfaiteur et comme le remède à tous les maux, ça va amener au développement des systèmes de protection. Et c'est pour ça que tout à coup, le store-toile, il revient sur le devant de la scène. Et les avantages qui vont mener à son essor comparé à tous les autres systèmes de protection qui vont connaître aussi un essor dans les années 50, c'est que le store-toile, il est économique, il est léger, il est très facilement manipulable. Et donc ça, c'est un argument pour tout type de programme. On va le retrouver dans le logement individuel, dans le logement collectif, dans les usines, dans les bâtiments publics. Et il a des arguments, disons, pratiques, mais aussi et surtout, ce qui va participer de l'essor de store-toile, c'est sa couleur. La couleur dans la ville, pouvoir repérer un bâtiment par la couleur des store-toiles qui est dominante sur la façade, etc. Et ce qui va aussi aider au développement du store-toile, ça va être le plastique et la plastification des toiles pour allonger sa durée de vie qui est assez courte quand même, et qui était son point faible. Concernant le Bacluna, il n'est pas utilisé comme un unicum, mais on le retrouve par plusieurs centaines, plusieurs milliers d'exemplaires parfois sur certaines façades qui sont entièrement couvertes et qui deviennent des façades un peu miroitantes, mais qui donnent aux bâtiments, qui répondent finalement aux attentes des architectes qui veulent donner des allures brutalistes à leur architecture. Et je pense par exemple au gymnase des Oliveaux de Jean-Pierre Sec, à Los, près de Lille, mais d'autres bâtiments ont été largement recouverts. À Chassieux, l'imprimerie du Progrès était totalement recouverte. Et puis le syndicat d'initiative de Chalon-sur-Saône, par exemple, un petit édicule circulaire, en grande partie recouvert par des Bacluna qui participent réellement à la composition matérielle de l'architecture. C'est le premier point. Deuxième point, ce dispositif, c'est aussi un cache, un masque. Souvent, c'est ce qui reste finalement de ce composant. On considère souvent aujourd'hui, et trop souvent à tort, que c'est un cache-misère. C'est le terme utilisé. Même encore des collègues récemment ont utilisé ce mot. Je ne suis pas d'accord parce que, évidemment, ça permet de masquer des jonctions parfois un peu délicates, des extensions difficiles, mais quelque part, il contribue réellement à la plastique d'un bâtiment. Car il permet de gérer de grandes surfaces et il contribue à marquer cette architecture, à lui donner un ton très particulier. Enfin, troisième point, concernant les vertus de pare-soleil du Bacluna, elles sont très médiocres, contrairement au store en toile ou bien même au store
au store vénitien en aluminium d'Alice, on se rend compte que les qualités protectrices des baclunas sont médiocres. Souvent, quand on visite les bâtiments qui sont équipés de baclunas pour les vertus protectrices, en quelque sorte, on se rend compte qu'à l'intérieur, on a justement des rideaux, on a des stores vénitiens qui viennent finalement doubler ce dispositif parce qu'il n'est pas du tout efficace, voilà, depuis l'intérieur. Donc il faut nuancer un peu les succès de ce composant, de ce dispositif. Il faut le remettre à sa place, le reconsidérer finalement dans un contexte élargi. Et je crois qu'il apporte certainement plus de choses en tant que composant d'architecture. Et on devrait le repenser à travers ce prisme-là. Donc la construction d'une image, le contrôle des ambiances lumineuses. Est-ce qu'il y a d'autres encore arguments pour ces produits? Moi, je pensais en vous lisant à peut-être le contrôle, je ne sais pas si c'est ultra efficace, mais peut-être le contrôle des ambiances sonores ou la participation à la construction d'une ambiance sonore. Et puis, il y a beaucoup d'exemples dans vos 3 travaux de détournement, en fait. Vous avez commencé à en parler, mais on voit le bacluna ou les stores, ou les stores vénitiens qui sont complètement utilisés pour faire autre chose. Moi, j'étais très étonné du décor, par exemple, de l'église Sainte-Marie de la Visitation, qui est tout à fait... Je pense que ce n'était probablement pas prévu par les concepteurs. Vous avez parlé du store vénitien qui devient cloison et qui construit du coup le partitionnement de l'architecture. Et puis on a des éléments aussi, c'est tellement fort que ça participe tellement de l'effet de la construction de l'image que, en tout cas pour le bacluna, ça devient le logo de certaines institutions. Donc ça va assez loin dans ces choses-là. Donc peut-être qu'il y aurait des choses à dire là-dessus. Et sur la construction de l'image, je comprends bien que le bacluna, c'est plutôt dans la construction de l'image, et plutôt vous, c'est dans la construction des ambiances. Mais il y a quelques exemples, notamment dans le bâtiment de Muoto, dont vous avez parlé à la fin de votre mémoire, où c'est le store, presque intégralement, qui fait l'image de l'édifice. Donc c'est pas aussi, je trouve, pas aussi partitionné que ça, les choses. Et peut-être on pourrait refaire un petit tour pour voir s'il y a des choses à compléter sur ces arguments et sur ces utilisations. Non, moi, sur cette question, je pensais... En fait, ça paraît tellement évident, mais le store toile, c'est un élément mobile. Du coup, finalement, c'est très différent du bacluna ou du store vénitien, parce que le bacluna, on a un élément fixe de façade qui va protéger du soleil. On va avoir un élément intérieur. Et finalement, le store toile, il peut gérer cette transition qu'on n'a pas forcément avec ces 2 éléments. C'est-à-dire qu'il va permettre, par sa mobilité, par son mouvement, de pouvoir être entre intérieur et extérieur, et de profiter de son balcon, de son espace extérieur, ce que ne permettent pas forcément les autres systèmes d'occultation. Et ça, c'est un élément important qui justifie de la propagation, si je peux dire ça comme ça, du produit. Le fait que finalement, on ne le retrouve pas que dans les endroits extrêmement ensoleillés. On va le retrouver sur des balcons au ski, peu importe le contexte, mais on peut se protéger de la pluie, on peut se protéger du vent. Il n'y a pas que le soleil qui rentre en considération avec le store toile en tout cas. Quand les systèmes de façade rideaux se développent dans les années 50 et qu'on se retrouve avec des bâtiments qui emmagasinent énormément de lumière, il faut trouver un système pour gérer cet ensoleillement. Et le store vénitien devient intéressant puisqu'il permet à chacun de gérer sa fenêtre comme il veut. Et ça peut aussi du coup dessiner le bâtiment de l'extérieur. Donc comme vous avez évoqué la tour Esso, qui a aujourd'hui disparu à la Défense, mais dont les façades vitrées étaient donc toutes équipées d'un store vénitien. Et en fonction de s'ils étaient relevés ou abaissés, en fait, qui pouvaient écrire le mot Esso, qui était en fait la marque qui représentait le bâtiment et qui devenait une publicité géante sur le bâtiment. On s'aperçoit que ces composants introduisent des temporalités dans l'architecture. C'est extrêmement important. Il n'en est absolument pas de même avec le bacluna, parce que c'est un objet qui est fixe. Il peut miroiter, évidemment, avec le soleil, parce qu'il réfléchit la lumière, il peut créer des effets de lumière. Et c'est en cela, peut-être, qu'il y a une temporalité qui dépend de l'ensoleillement. Mais ce que je souhaitais rajouter, c'est que c'est vraiment aussi un objet de décor, décoratif. Vous l'avez évoqué en parlant du décor situé derrière l'autel de l'église Sainte-Marie de la Visitation à Élysée II, à la salle Saint-Cloud, absolument fabuleux. Des luminaires sont intégrés dans les baclunas qui servent de réflecteurs
deviennent luminaires, finalement. Les sources sont cachées derrière la tôle emboutie et réfléchies sur le mur. Finalement, on a des effets d'ombre, de clair-obscur qui naissent finalement, grâce à la forme du dispositif, qui travaille là avec la lumière artificielle et non plus avec la lumière naturelle. Un autre exemple extrêmement intéressant où finalement ce dispositif très industriel, hein, c'est, je l'ai dit, un bac d'aluminium embouti, devient quasiment une œuvre d'art. C'est l'architecte Pierre-François Delannoy, qui était un grand amateur de bacs Luna et de tôles pliées, qui l'utilise dans le bâtiment du Crous de Lille, tout simplement pour décorer une cage d'escalier. On le trouve en couple, il place 2 bacs Luna situés verticalement sur les demi-paliers de l'escalier principal qui conduit au bureau de l'administration, et puis on le retrouve en groupe, 8 exemplaires qui sont disposés sur le dernier palier. C'est absolument surprenant. Une commande qui est lancée à un serrurier, 14 bacs Luna, c'est rien du tout quand on pense aux milliers de bacs Luna utilisés par le même Delannoy à Valenciennes pour le bâtiment de centre des télécoms. Ici, 14 exemplaires, c'est rien, mais c'est beaucoup parce que ça participe réellement à la construction d'un décor intérieur, à une ambiance intérieure. Et c'est en ça que c'est remarquable ici. Et dans ce cas-là, ils sont associés en plus aux dispositifs acoustiques, hein. C'est dans ces escaliers où il y a des... Oui, dans cet escalier, on sent que les choses sont dessinées. Delannoy utilise des produits industriels et il les intègre dans son architecture, mais l'ensemble est parfaitement coordonné, dessiné, avec notamment ici la présence de carreaux Gilson, qui sont des carreaux qui servent à absorber donc, les problèmes d'acoustique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les choses sont coordonnées. On retrouve dans ce bâtiment de l'émalite, on retrouve des coques Silbercul HP, on retrouve finalement tous les grands succès de nos composants de la croissance étudiés dans le séminaire depuis 12 ans, qui sont rassemblés dans un seul édifice. Finalement, ce bâtiment est un conservatoire des composants du second œuvre, mais pas simplement second œuvre, des années 70. Faut-il le classer, cet édifice? Alors là, le classer, je ne sais pas, mais en tout cas, il mérite de concentrer l'attention des élèves architectes, et puis peut-être effectivement il y a des leçons à tirer de ce type d'édifice qui est très discret vu de l'extérieur, mais quand on commence à se pencher sur la réalité matérielle et l'histoire culturelle associée finalement à tous ces objets, à ce moment-là il prend un autre sens. On pourrait dire que le bac Luna a acquis une valeur symbolique. Déjà, j'ai un exemple clé. C'est le bâtiment, l'ancien bâtiment de la communauté urbaine de Lille, qu'on appelle maintenant la métropole européenne de Lille. Eh bien, il faut savoir que les archives de la métropole européenne de Lille rêvent de pouvoir récupérer des panneaux de bac Luna installés sur cet ancien bâtiment qui a été quitté par l'institution pour les rapatrier sur le futur bâtiment des archives. Donc on voit qu'il y a un attachement aux choses. Finalement, ces objets racontent des choses, des histoires, et finalement, les historiens et les archivistes sont conscients de cela et veulent l'intégrer dans leur futur édifice. Comme si finalement, j'ai dit, c'était un symbole, un emblème, presque un logo. Il a été utilisé comme logo pour la métropole européenne de Lille dès les années 76. Bon. Toujours au sujet de la valeur, on peut parler aussi d'une valeur réelle, financière. Parce qu'on trouve finalement chez les antiquaires du XXe siècle des bacs Luna maintenant, et sur Internet, on peut acheter des panneaux où ces bacs sont vendus 500, 600 € pièce. Donc à partir de là, on les regarde différemment, effectivement. Donc on se rend compte finalement qu'ils participent à la construction d'une nouvelle économie. Ça pose aussi la question du réemploi. Qu'est-ce que ça veut dire que réemployer ce genre d'objet quand il est vendu sur des sites de vente aux enchères, pas encore chez Christie's, mais peut-être un jour à 600 € pièce? Il y a aussi une autre question, parce que ça c'est vraiment des questions architecturales, c'est-à-dire que jusqu'à quel point ces objets ou ces produits sont mis en valeur, affirmés sur la façade, ou jusqu'à quel point ils disparaissent et ils sont complètement intégrés jusqu'à presque disparaître et être invisibles. Eric, quand tu parles du bac Luna, page 2, tu parles de recouvrement avec emphase et sobriété, ce qui semble presque un oxymore. Comment on peut être à la fois sobre et emphatique? Et je crois que ça se pose probablement pour les trois. Sobriété parce qu'il fait partie de ces composants de la banalité, de l'infraordinaire, comme dirait Georges Perec. Ce sont des objets qu'on ne voit plus parce qu'ils ont participé à la construction de notre environnement, ils l'ont façonné, ils ont vieilli avec lui,
Ils nous ont accompagnés au quotidien. J'évoquais tout à l'heure la métropole européenne de Lille. Il y avait une herse, littéralement une herse de Bacluna située juste au-dessus de la porte d'entrée. Et les 1500 employés de la métropole européenne de Lille passaient dessous tous les jours, le matin et le soir. Donc finalement, il y avait une accoutumance qui se créait. Donc finalement, ces objets devenaient quelque chose de très banal. Mais à côté de ça, si on prend la peine de les regarder, de les redécouvrir aujourd'hui avec bienveillance, eh bien, on peut raconter de nouvelles histoires de l'architecture, et c'est bien là l'ambition du séminaire.